Homo faber, l'homme qui construit des outils, c'est vrai, mais on oublie de dire que dès la préhistoire, l'humanité a construit pas seulement des outils techniques, elle a construit des mythes, des croyances en une vie après la mort, elle a construit des dieux, et nous continuons à construire des mythes et des mythologies. Alors, voici un deuxième aspect. L'homo economicus, l'homme qu'on a découvert au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui vit pour son intérêt matériel, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai que ça. Il y a ce que Huizinga avait appelé l'homo ludens, c'est-à-dire la part de l'être humain qui aime le jeu, qui aime l'aventure du jeu, qui aime la dépense, qui aime le gaspillage, qui aime l'ivresse, qui aime les courses, qui aime toutes ces choses-là. Donc, le visage de l'être humain devient complexe et nous connaissons mieux la réalité humaine, ce qu'on n'enseigne pas. Et pour résumer, ce que je viens de vous dire, c'est que l'homo faber, l'homo economicus, l'homo sapiens, ce sont des êtres uniquement prosaïques, c'est-à-dire qui font des choses matérielles que l'on fait par nécessité. Alors que l'autre aspect, c'est, on peut dire, le caractère poétique de la vie. Alors, les choses prosaïques sont importantes, il faut les faire pour gagner sa vie, pour essayer de survivre. Mais la qualité de la vie se trouve la poésie. La poésie, c'est la communion, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est la fête. La poésie, et d'ailleurs le poète Hölderlin avait dit poétiquement, l'homme habite la terre. Bon, c'était un peu unilatéral, parce que nous habitons la terre poétiquement et prosaïquement. Mais si nous considérons aujourd'hui les problèmes de l'humanité et de la misère qui règne, qui n'est pas seulement la misère matérielle, et qui est aussi une misère morale, une misère qui est celle de la subordination, de celle des obligations que la majorité des êtres humains doivent subir, nous nous rendons compte qu'un des grands problèmes, c'est d'aider les êtres humains, comment faire pour les aider à vivre leur vie, c'est-à-dire à vivre poétiquement leur vie. On se rend compte que le problème de la vie poétique n'est pas un luxe, c'est un problème pour chacun. Vivre poétiquement, ça veut dire être capable d'exprimer sa personnalité, ses communions, ses participations, ses curiosités. Donc, réfléchir sur la condition humaine, c'est une chose très importante, c'est pas simplement un savoir abstrait, c'est nous connaître nous-mêmes. On nous enseigne jamais à nous connaître nous-mêmes. Et du reste, alors qu'il y a des écrivains dans toutes les littératures qui nous montrent l'exemple de la connaissance, de l'effort pour se connaître soi-même. C'est-à-dire, dans la littérature française, vous avez Montaigne, vous avez Marcel Proust. Eh bien, au lieu d'inciter dès l'enfance chacun à se connaître, à s'auto-analyser, à tenir son propre journal, eh bien, au contraire, on pense que la connaissance de soi doit être livrée toujours à quelqu'un d'extérieur. Et c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur, un médecin, un psychothérapeute, mais il est vrai aussi que soi-même, on doit contribuer à se soigner par la connaissance et la conscience, au contraire, et que il faut, c'est comme le problème de l'enseignement, le didactisme n'a de sens, c'est-à-dire que si on enseigne à devenir autodidacte, c'est-à-dire à être autonome. Enseigner l'autonomie, c'est l'enseigner à vivre et avoir une connaissance des problèmes de sa propre vie. Donc, et pour ceci, on se rend compte que les sciences humaines, les sciences biologiques, les sciences physiques qui sont nécessaires ne sont pas suffisantes. Parce que dans la littérature, dans le roman notamment, on trouve une dimension humaine qui ne se trouve pas dans les sciences, c'est-à-dire la dimension subjective et affective. Quand vous lisez les grands romans de la littérature universelle, vous voyez des êtres qui sont vus dans leurs sentiments intérieurs, dans leurs relations avec autrui, qui sont vus dans leur milieu social, qui sont même vus dans leurs conditions historiques, comme dans les romans de Balzac, qui sont vus même dans des conditions comme La guerre et la paix de Tolstoï. Donc, la littérature est